à tous et ravi de vous retrouver pour les Matins du Sénat. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui occupe largement l'actualité, le coronavirus. Hier, vous le savez, 2 nouveaux cas ont été détectés en France, tandis que l'épidémie se répand en Italie. Ce matin, la Commission des affaires sociales du Sénat organisait une audition sur les risques liés au coronavirus et sur les mesures prises par les pouvoirs publics pour éviter sa transmission. Plusieurs professeurs spécialistes du sujet, notamment à l'Institut Pasteur, étaient entendus. Je vous propose d'écouter ces auditions et on se retrouve après. Je vois mes collègues à ma droite et leurs compétences respectives. Je vais essayer d'être le plus complémentaire possible et vous apporter peut-être un éclairage sur ce qu'on sait sur l'épidémiologie de ce nouveau coronavirus qui est ma spécialité. Donc, la première chose que je voudrais dire aussi, c'est que les connaissances que nous avons aujourd'hui sont susceptibles de changer, car il faut se rappeler que les premiers patients ont été identifiés en Chine il y a de cela à peine plus de 2 mois, et que le virus a été effectivement lui aussi identifié, séquencé, mis en ligne le 10 janvier, mais que notre compréhension de ce qui se passe est très évolutive avec l'avancement des connaissances. Il faut aussi savoir que les premières données dont on disposait au plan épidémiologique nous venaient de nos collègues chinois. C'était des données agrégées sur des nombres de cas, des nombres de décès, mais peu de détails. Et depuis qu'il y a des cas exportés à l'étranger, des études avec des données plus détaillées auxquelles nous avons accès ont fait évoluer notre compréhension du mode de propagation de ce virus. Alors sur des critères assez classiques en épidémiologie de propagation, le premier dont vous avez entendu parler, qu'on appelle le nombre de reproduction de base, qui est combien de patients vont être infectés par chaque malade. Eh bien, on le retient aujourd'hui un chiffre qui serait situé entre 2 et 3, et je le rappelle, c'est un chiffre en absence de mesures de contrôle et de prévention, qui est évidemment susceptible d'évoluer à partir du moment où vous prenez des mesures de confinement, d'isolement des patients, etc. Et le but étant de ramener ce chiffre à moins de 1, puisque si chaque personne infectée en affecte moins d'1, l'épidémie s'arrêtera. La grande différence que l'on connaît par rapport à un autre coronavirus très proche et qui a été notre modèle au début, puisque c'était notre seule grille de lecture possible, qui était le coronavirus du SRAS, réside en fait dans 2 paramètres. Alors, juste un rappel, le coronavirus du SRAS, vous vous souvenez, c'est l'épidémie de 2003 du sud-est de la Chine qui était partie de Canton. Beaucoup de similitudes avec ce nouveau coronavirus, à savoir une origine d'un animal vendu dans des marchés, notamment animaux sauvages, dans le sud de la Chine. Un coronavirus qui génétiquement est à 80% identique. Un coronavirus qui donne des infections pulmonaires qui sont plus sévères chez les personnes âgées, notamment celles qui ont des comorbidités de type hypertension et diabète, une surprenante bénignité des formes cliniques chez les enfants, et donc beaucoup de paramètres qui nous laissaient entendre que ces 2 coronavirus étaient très proches, à la fois génétiquement et cliniquement. Néanmoins, quand on en vient à la contagion, 2 différences fondamentales. Le coronavirus du SRAS n'a été contagieux que quelques jours après le début des symptômes, on va dire, pour faire simple, 4 jours après le début des symptômes, ce qui laissait le temps, une fois les personnes malades, de les diagnostiquer, de les isoler avant qu'ils aient contaminé d'autres personnes. Et ça, c'était fondamental dans la gestion de la crise du coronavirus du SRAS. Deuxième élément important, avec le SRAS, tous les malades avaient des formes sévères, donc ils étaient tous identifiés et on ne passait pas à côté de formes bénignes qui auraient pu être inaperçues. Avec ce nouveau coronavirus, ce que l'on a compris récemment était que la contagion débute avec le début des symptômes et parfois chez des gens qui n'ont pas de symptômes. Ça reste encore des cas isolés, et on ne sait pas la part relative qu'il pèse dans la transmission de l'épidémie, de ce virus. Mais néanmoins, c'est un fait. En tout cas, à partir du début des symptômes, les patients sont contagieux, ce qui laisse beaucoup moins de temps pour les diagnostiquer et les isoler et rendra le contrôle de l'épidémie plus difficile. Deuxième élément important, c'est qu'il existe des formes donc asymptomatiques ou des formes bénignes. Les formes bénignes, c'est des gens qui ne vont pas être amenés à consulter parce qu'ils ne se trouvent pas assez malades pour aller consulter. Or, certains peuvent être contagieux et dès lors participer à la transmission du virus. Et donc, là aussi, deuxième facteur important qui fera que l'épidémie sera plus difficile à contrôler. Pour les autres critères épidémiologiques classiques qu'on a l'habitude d'évoquer, il y a la durée d'incubation. Elle est importante parce que la durée d'incubation maximale sert à définir la durée de la quarantaine que l'on impose au contact des patients, puisqu'on veut, quand on met les gens en quarantaine, leur laisser le temps de développer la maladie s'ils étaient amenés à avoir été infectés. Cette durée maximale
Bon, la quarantaine a été fixée à 14 jours. Toutes les estimations que nous avons aujourd'hui convergent pour une durée moyenne d'incubation qui serait de 6 jours, peut-être un peu plus courte, et une durée maximale de 12 jours. Il y a eu des cas isolés rapportés pour lesquels cette durée d'incubation aurait pu être supérieure aux 14 jours qui sont aujourd'hui recommandés pour la quarantaine. Néanmoins, ça reste des cas isolés. On n'est pas certain non plus qu'il n'y ait pas eu pour ces personnes qui étaient en Chine d'autres contacts entre le moment où le présumé contact infectant et le moment du développement des symptômes qui a été tardif. Et dès lors, je pense que les mesures aujourd'hui de quarantaine fixées à 14 jours, c'est la bonne durée. On n'a pas de raison de changer, au vu des données épidémiologiques, cette durée de quarantaine. Par rapport à la létalité, qui est l'autre paramètre important pour estimer la gravité potentielle de l'épidémie, pour vous donner une grille de lecture simple et peut-être un peu simplifiée, mais des ordres de grandeur, pour le SRAS, on considère que 10% des personnes qui étaient infectées décèdent. Avec ce coronavirus, l'estimation pour les formes cliniques est de 1%. Et pour la grippe saisonnière, je dirais qu'on est plutôt autour de 1 pour 1000. Néanmoins, c'est des ordres de grandeur qui peuvent vous être utiles, 10%, 1%, 1 pour 1000, pour avoir une appréciation. Ces chiffres peuvent être amenés à être révisés, notamment quand on aura une meilleure appréciation des formes réellement bénignes, voire asymptomatiques des infections, auquel cas ce taux de létalité pourrait encore être amené à diminuer un petit peu. Mais je pense que ces ordres de grandeur restent une bonne grille de lecture aujourd'hui. Quant aux personnes qui sont susceptibles de décéder, il y a, on le sait tous, et je l'ai déjà dit, les personnes âgées. Je ne vais pas vous donner un critère d'âge qui n'a pas beaucoup de sens, mais par exemple, sur la série publiée de 45 000 patients chinois, 80% des décès étaient chez des personnes de plus de 60 ans. Ça veut dire en miroir que 20% des décès étaient chez des gens de moins de 60 ans. Et ça, c'est important, parce que c'est probablement là que, émotionnellement, il y aura un impact de l'épidémie quand des gens jeunes de 30-40 ans vont décéder de ce nouveau virus. C'est quelque chose qu'on voit avec les grippes pandémiques, c'est quelque chose qu'on a vu avec le SRAS. Il y a donc ce type de formes graves chez des sujets jeunes qui ont un impact médiatique très important. Et je le rappelle, et je l'ai déjà dit, pour les enfants, pour l'instant, il y a des infections, ce sont des formes cliniques bénignes. Je vais peut-être en rester jusque-là pour le rappel épidémiologique, parce qu'on est nombreux autour de la table, et que c'était voilà, les principaux points, en tout cas, de ce que je pense on sait aujourd'hui sur l'épidémiologie. Merci, monsieur. Madame Leport, pour la suite. Bonjour à tous et merci de votre invitation. Donc, je suis responsable effectivement de la mission Corrèze nationale dont je vais vous dire quelques mots après avoir complété très peu par rapport à aux grandes lignes que vient d'indiquer Arnaud Fontanet en ce qui concerne la maladie elle-même. Il a donné les grands éléments. Donc, une infection à présentation très prédominante respiratoire, signes d'infection respiratoire haute ou basse, les formes basses étant bien sûr celles qui exposent à la gravité et la survenue de ce que l'on appelle un syndrome de détresse respiratoire aiguë, c'est-à-dire une défaillance des fonctions respiratoires qui survient dans une proportion faible de cas, mais qui survient avec des chiffres qui sont maintenant bien connus, en effet, dans la série de 40 000 patients qui vient d'être publiée par le CDC chinois. Voilà, il y a des formes graves intermédiaires et en particulier, on soulignait ça à l'instant, il y a des formes graves d'apparition un peu retardées, c'est-à-dire que la maladie démarre de façon bénigne, dans la majorité des cas, c'est la rhume, la grippe, enfin ce qu'on a déjà tous eu, à vrai dire, et puis vers le 8e, 10e jour, il y a, semble-t-il, un certain nombre de patients, là aussi il n'est pas majeur, mais il est notable, qui s'aggrave de façon conséquente. C'est un processus qui n'est pas très habituel en maladie infectieuse, même si ça peut se voir. Ça a été noté très tôt, dès les premiers patients observés. Il y aura sûrement des phénomènes à mieux comprendre quand on pourra étudier de façon plus approfondie, avec un peu plus de recul, tout cela. Voilà. Donc pour la maladie, je ne dirais rien de plus, si ce n'est un outil de diagnostic, bien sûr, qui a été mis en route dès que possible, avec une mobilisation très forte des centres nationaux de référence, enfin du Centre national de référence Paris-Lyon.
et qui a permis que le test de diagnostic soit mis en place, d'abord soit accessible dans le CNR. Dès les premiers jours où le test était calibré, les cliniciens ont pu envoyer des tests pour savoir si un patient que l'on appelle suspect, puis cas possible, comme on le classe à l'Institut de veille sanitaire Santé publique France, était un cas confirmé, donc il y avait bien l'infection. Hein. Et ça, dans la phase initiale de la maladie, c'est très important parce que un cas confirmé, c'est comme une épingle dans une botte de foin. Hein. Il y a une immensité de personnes qui toussent, qui ont de la fièvre, et au milieu de cela, il faut arriver à trouver les premiers patients. Donc les tests sont fondamentaux, ils ont été mis très vite en route à disposition, très vite ensuite mis en accès dans les établissements référents qui eux-mêmes ont ensuite besoin de 3-4 jours pour les calibrer, mettre en place et les rendre opérationnels. C'est en train de s'étendre davantage, je pense que le directeur général de la santé commentera plus loin. En tout cas, c'est un outil majeur et qui est opérationnel. On fait donc le diagnostic. Alors une fois qu'on a fait le diagnostic, eh bien, il faut traiter les patients. Et la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de médicament qui ait fait réellement la preuve de son efficacité. Il y a des pistes de réflexion avec 2 produits qui étaient en cours d'étude et apparaissaient comme des potentiels médicaments à administrer et qui ont été administrés chez les quelques cas français. Le remdesivir, d'une part, qui est un médicament qui avait été développé pour la fièvre hémorragique Ebola, et puis un médicament encore plus ancien et encore plus utilisé, qui est l'opinavir ritonavir, qui est un médicament anti-VIH. Voilà. Et puis ce matin, il y a une bonne nouvelle, semble-t-il, c'est que peut-être, à vérifier, parce que c'est un médicament vraiment ancien et donc il revient à chaque fois, d'une certaine façon. Donc il faut prendre un peu de recul. Il y a des données in vitro quand même sur le virus SARS-CoV-2 qui suggèrent que la chloroquine pourrait être un produit intéressant à tester. Et il y a donc des travaux de réflexion dans le domaine de la recherche en France qui sont en route avec... Ça met de l'ambiance, la chloroquine. Toujours est-il que ce médicament, pour l'instant, laisse entrevoir des perspectives de recherche thérapeutique, aussi bien dans le domaine du traitement curatif des patients que peut-être même de la protection des personnels soignants. Ce n'est pas à négliger. On en est là, on ne peut pas en dire plus à ce stade sur ce sujet. Voilà, pour la maladie, je m'arrêterai là. Je vais dire 2 mots de la mission COREB, peut-être, qui n'est pas une structure peut-être très connue de vous. La mission COREB est une toute petite structure. Il y a 6 personnes qui y travaillent. Elle a été créée en 2015. Elle a 5 ans. Elle est pérenne depuis 2 ans. C'est une convention entre le ministère de la Santé, la DGS, la DGOS, le service de santé des armées, la Société de pathologie infectieuse de langue française et la PHP qui est porteuse de cette mission. Cette mission COREB nationale a pour objectif d'animer le réseau des établissements référents pour le risque épidémique et biologique, en effet, donc entre autres pour ce nouveau virus. L'idée étant qu'il est indispensable qu'il y ait sur le territoire un maillage avec des têtes de pont que sont les établissements référents et qui font que si un patient arrive, il n'arrivera bien sûr jamais frapper à la porte de l'établissement référent, mais ces établissements référents eux-mêmes animent le réseau dans leur zone, région, etc. pour que le premier patient soit au plus vite repéré et orienté dans la bonne direction. Ça, c'est la première mission générale de la mission COREB. Et la deuxième mission, qui a été à l'origine, à vrai dire, de sa création, c'est l'élaboration de procédures pour la prise en charge des patients, et en particulier des patients suspects, parce que l'enjeu, à vrai dire, c'est de repérer les patients suspects pour qu'ils puissent être identifiés comme cas possibles, puis comme cas confirmé, si tel est le cas. Et ces procédures sont des procédures un peu particulières, puisque ce sont des procédures professionnelles
multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle regroupe des compétences des sociétés savantes, pas seulement d'infectiologie et de réanimation, mais aussi de microbiologie, d'hygiène, de pédiatrie et tout autre en fonction, bien sûr, de l'agent infectieux et des pathologies en cause. Voilà. Et elles sont dites opérationnelles car elles doivent permettre aux professionnels de santé dans le terrain d'être en situation pour prendre en charge au mieux les patients. Donc voilà un petit peu la mission COREB. Je suis bien sûr prête à en dire plus si vous le souhaitez. L'animation passe par une journée nationale qui a lieu tous les ans au mois de juin. Souvent à l'école du Val-de-Grâce, et puis des rencontres avec les cellules opérationnelles zonales. Nous allons régulièrement rencontrer chaque site. C'est quelque chose de fondamental, le présentiel, je pense que vous le savez aussi bien que nous, voir les gens parler, et c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que dans les différentes zones, ils n'ont absolument pas les mêmes champs d'intérêt et développer des travaux et des stratégies, ce qui fait que de collecter toutes ces expériences, de les faire échanger, s'interpeller et se renforcer les unes les autres, permet de créer une expertise collective professionnelle extrêmement rapide et qui est très utile en situation comme cela s'est produit donc dernièrement, puisque très vite les établissements qui prenaient en charge les premiers patients ont mis en place des échanges, échangé comment ils faisaient, et ça permet de très vite ajuster et créer une espèce de savoir commun qui peut être très rapidement ensuite partagé avec tous les autres qui sont bien entendu demandeurs au cas où ils auraient aussi à prendre en charge ces patients. Voilà, je pense que c'est l'essentiel de ce que je peux vous dire aujourd'hui. Une mission de formation des professionnels de santé, qui est importante. Il y a un diaporama de formation qui est sur le site de la mission COREB. Je m'arrête là. Merci, madame. Monsieur le directeur général. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je pense que ce qui a été dit tout à l'heure, à la fois par le Président et par Arnaud Fontanet, est très intéressant, notamment en termes d'émergence, parce que je crois qu'on s'habitue au virus qui circule. Vous aurez noté qu'il y a une certaine indifférence de la société aux morts tous les hivers de la grippe, 10 000 l'année dernière. De la même façon qu'il y a une certaine indifférence, voire même une certaine défiance vis-à-vis du vaccin quand on parle des épidémies de rougeole, parce qu'on a cette habitude de dire oui, il y a des cas de rougeole et c'est pas très grave, puisqu'il y en a cette idée de bénignité, alors que malheureusement la rougeole tue et qu'elle est parfaitement évitable par la vaccination. Donc devant un nouveau virus, qui est quand même le cas, on a la confirmation qu'on est de plus en plus face à des émergences, ça a été rappelé, la mondialisation, la démographie galopante, l'urbanisation, le réchauffement climatique. Les interfaces multiples entre l'homme et l'animal et les voyages font qu'on a une augmentation très très nette depuis 30 ans des émergences et on a, ça a été dit par le professeur Fontanet, énormément d'incertitudes scientifiques. Et donc pour ma part, je dois gérer des incertitudes scientifiques. C'est pas simple, mais on a décidé avec la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn, puis avec Olivier Véran, de garder le même principe pour communiquer vis-à-vis de nos concitoyens, c'est-à-dire de rester factuel, rigoureux, on dit ce qui est avéré, on parle de ce que l'on sait et de ce que l'on ne sait pas, et transparent. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on est face à un virus qui est contagieux, qui se transmet par voie respiratoire, ce qui n'est évidemment pas la voie la plus aisée à combattre, qui est potentiellement contagieux quelques heures avant l'apparition des symptômes ou chez des personnes qui ont peu de symptômes, ce qui ne facilite pas le repérage, qui ressemble à la grippe en termes de clinique, en termes de symptômes, alors qu'on est en pleine épidémie de grippe, ce qui n'est quand même pas là aussi très simple, qui se transmet aisément entre humains, puisqu'on a parlé du fameux R0, le nombre de cas secondaires pour un cas, et puis il y a aussi des situations d'hypertransmission, qui ne sont pas liées en général à la personne, mais bien à la quantité de virus porté, ou tout simplement aux interactions sociales de cette personne. Il est sûr que si vous restez chez vous, vous avez peu de contacts. Si vous allez régulièrement dans des réunions, le nombre de contacts augmente et c'est ce qu'on a observé très clairement. D'une part, lors du foyer des contamines Montjoie, où une personne d'origine britannique a contaminé 12 personnes dans un appartement, dans un chalet, donc comme quoi le virus peut vraiment être transmis aisément. Et puis vous avez aussi quelque part une confirmation expérimentale avec le paquebot Diamond Princess, où on a eu un taux d'attaque, comme on dit,
de près de 20%. C'est-à-dire que 20% des personnes à bord ont fini par développer la maladie, ce qui montre qu'on a des transmissions, pas uniquement d'ailleurs probablement par voie respiratoire, mais potentiellement aussi entre malades non diagnostiqués et non malades, avec des circuits qui ont maintenant été expliqués par les Japonais, en particulier les plateaux repas qui étaient apportés par le personnel qui potentiellement étaient contaminés. En France, on a été alerté très tôt. Il se trouve qu'on a, grâce à Santé publique France en particulier, de plus en plus ce qu'on appelle une veille automatique et une veille syndromique, c'est-à-dire qu'on est en alerte de tout ce qui peut se passer dans le monde. Et donc la première fois qu'on a évoqué ce virus émergent, c'était le jour où il a été séquencé, c'est-à-dire je crois le 7 janvier, et on a fait une réunion dédiée sur ce point. On a fait un premier message d'alerte aux professionnels et aux agences le 14. Et j'ai placé le centre opérationnel de régulation de réception des urgences en vigilance renforcée le 22, avec la constitution d'un centre de crise sanitaire dès le 27, donc vous voyez, plusieurs jours avant la déclaration d'une urgence de santé publique de portée internationale. Évidemment, la France ne répond pas toute seule, elle a de très nombreuses interactions avec l'Union européenne. Donc nous avons de très nombreuses réunions téléphoniques avec les experts de l'Union européenne, notamment le CDC européen, mais aussi avec le siège de l'OMS et avec des instances de type G7 Santé, puisque vous savez que les ministres de la Santé peuvent se réunir à plusieurs reprises sous ce format-là. On a opté pour une information très large des professionnels de santé, parce qu'on avait besoin de les informer, de les mobiliser, mais aussi de les protéger, parce que je vous rappelle qu'il y a beaucoup de cas nosocomiaux, et il y a malheureusement des morts parmi les professionnels de santé en Chine, donc on a besoin évidemment de partager l'information. Et ça se fait selon des vecteurs officiels, le vecteur Mine Santé qui part aux ARS, le MARS qui part à l'ensemble des établissements hospitaliers de France et aux services concernés, par exemple SAMU, service d'urgence, infectiologie, réanimation. Et par ailleurs, on a aussi un mail d'alerte qui s'appelle DGS Urgent, qui est gratuit, destiné plutôt aux professionnels. Il y a déjà 800 000 abonnés, donc à chaque fois que je clique sur le DGS Urgent, dans l'heure, 800 000 professionnels de santé reçoivent une information très précise avec des liens pour pouvoir télécharger les guides techniques qui ont été réalisés, notamment, je les remercie, par Coreb sur la prise en charge des patients, mais il y a aussi un guide pour les professionnels de santé, les établissements de santé qui est en ligne. Il y a des fiches techniques sur la réalisation du prélèvement, sur la technique de virologie, sur l'habillage. Tout ça est évidemment fondamental pour les professionnels de santé que nous avons réunis déjà à 3 reprises en réunion présentielle avec la plupart des têtes de pont, ordres, sociétés savantes, fédérations, évidemment en associant les libéraux et les hospitaliers. Toutes les agences sanitaires sont mobilisées, Santé publique France évidemment, et je laisserai sa directrice générale s'exprimer, mais aussi la NSM pour la surveillance de l'impact de cette crise sur les produits de santé, l'agence de biomédecine et l'EFS, puisqu'il y a des restrictions de dons du sang ou de dons de cellules ou de dons d'organes liés à la situation, et puis le Haut Conseil de santé publique qui émet régulièrement des avis sur cette situation. Dès le début, nous avons alerté nos établissements référents. Il y en avait 38 au début. Vous savez que maintenant, nous sommes passés à plus de 100. L'objectif étant que tous les départements aient au moins un établissement en alerte, en général siège de SAMU. Les tests ont été disponibles très rapidement grâce à l'Institut Pasteur qui héberge le Centre national de référence des virus respiratoires. On a décidé de faire des points presse très réguliers. On actualise évidemment avec Santé publique France la définition de cas. Et ça nous a permis de prendre en charge un certain nombre d'opérations que je crois on n'avait pas fait depuis très longtemps en France. D'abord de rapatrier nos compatriotes qui étaient à Wuhan, qui est une zone rouge, par des vols dédiés, avec une équipe médicale à bord, et avec ensuite une 14aine sur site. J'ai regardé un petit peu l'histoire des quarantaines en France. La dernière quarantaine en France avait été prononcée en 1955 à Vannes pour la dernière épidémie de variole. Donc vous voyez qu'on a un peu de recul. Et donc on a pu mettre en place une 14aine en France, puisqu'on a les arguments, et grâce à vous, la législation qui le permet. Dans les L31-31, on peut, sur mesure exceptionnelle des décisions, soit de la ministre, soit du préfet, se retrouver donc avec des personnes qui sont informées, qui ont consenti, mais qui savent qu'ils ont un arrêté individuel de mise en 14aine. Ça s'est très bien passé à Carry-le-Rouet, ça s'est très bien passé à Aix-en-Provence, et ça se passe très bien à Branville, puisque c'est le seul site qui demeure, puisque nous avons 28 Français qui sont actuellement à Branville dans le Calvados, et on leur a proposé en plus un protocole de recherche qui est qu'on les a testés tous à l'arrivée, puis 5 jours après, et tous les tests aujourd'hui sont négatifs, ce qui est évidemment une bonne nouvelle et ce qui rassure les voisins qui savent que les personnes qui sont en isolement ne sont pas malades. On a actuellement fait plus de 1000 tests
à la fois sur des cas possibles, sur des personnes rapatriées ou sur des personnes contacts à haut risque symptomatiques. On a beaucoup renforcé l'information des voyageurs et donc j'encourage tous nos concitoyens à consulter très régulièrement le site diplomatie.gouv.fr qui évolue tous les jours. De la même façon, on a renforcé l'information des voyageurs au retour avec des messages à bord, avec des messages à l'arrivée, avec des affiches, des flyers, des messages audio en anglais, en français, en chinois. C'est pas évident, mais tous les aéroports internationaux l'ont fait. Santé publique France a mis en place une mobilisation de la réserve pour l'accueil à Charles de Gaulle. Et donc, on a aussi évidemment mobilisé les stocks stratégiques, puisque vous savez que nous disposons, là encore, grâce à Santé publique France, de stocks stratégiques, notamment de masques chirurgicaux. Le ministre l'a confirmé, nous avons fait une commande urgente pour les professionnels de santé de masques protecteurs dits FFP2. Nous avons mis en place un numéro vert pour l'ensemble de nos concitoyens, le 0800 130 000, qui reçoit beaucoup d'appels, 18 000 hier. Nous avons une page dédiée officielle sur le site du gouvernement, des sites officiels que nous rappelons régulièrement, Santé, Diplomatie, Santé publique France ou CNR. Et donc la situation épidémiologique aujourd'hui a encore évolué. Je viens de l'annoncer par un point presse il y a une demi-heure. Nous avons désormais 17 cas. 11 guéris, 5 hospitalisés et 2 décédés. Nous avons mis en place aussi au niveau régional un plan spécifique qui est le plan Orsan, qui est intéressant puisque c'est un plan spécifique du système de santé face à une situation sanitaire exceptionnelle, afflux massif de victimes, canicule, risque nucléaire. Et donc là, nous avons activé la partie risque épidémique et biologique, qui a été beaucoup travaillé avec les ARS, évidemment en lien étroit avec les préfets, puisque l'objectif est qu'on articule parfaitement le plan Orsan avec le plan Orsec, et de la même façon qu'une instruction va partir aujourd'hui ou demain ou plus tard au préfet pour qu'il se coordonne parfaitement avec les ARS pour la réponse face par exemple à une chaîne de transmission ou un cluster en région. Enfin, au plan interministériel, il y a une très forte mobilisation. Le Premier ministre a réuni à 3 reprises l'ensemble de son gouvernement sur ce sujet. Il y a évidemment beaucoup de réunions interministérielles. Le SGDSN, donc le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, est en appui de la DGS pour tout ce qui est planification. Le service d'information du gouvernement est en appui pour tout ce qui est communication. La task force interministérielle est réunie cet après-midi à 14h. Il y a un guide d'aide à la décision pour les autorités ministérielles. Et donc notre stratégie en France, elle est très claire. Ça peut vous paraître un peu simple, mais c'est vraiment ça l'enjeu, c'est de freiner la diffusion. Puisque dès qu'on teste quelqu'un, dès qu'on l'isole, on empêche d'avoir des contacts, et c'est vraiment aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'une maladie terriblement contagieuse, si le malade est isolé, il n'y a pas de cas secondaire. Voilà, c'est vraiment cette image qu'il faut retenir. Et c'est aussi l'image que je donne souvent du parallèle entre une épidémie et un incendie. Plus l'alerte est précoce, plus vous envoyez des moyens rapidement, plus l'incendie est rapidement circonscrit. Même chose pour une épidémie. Si on passe à côté de cas qui donnent des cas secondaires, qui donnent des cas tertiaires, on a beaucoup de retard ensuite dans la réaction et on se fait déborder. Donc on réduit aussi l'impact au maximum, donc avec toutes les stratégies qui vous ont été évoquées, évidemment l'hospitalisation dans les services référents et l'accès à des traitements innovants. Il y a des principes tout simples qu'il faut rappeler, et en particulier devant des représentants du peuple, qui sont que l'hygiène générale est fondamentale. On parle beaucoup des masques, mais les masques n'ont aucun sens si on ne se lave pas les mains, puisqu'en pratique, on touche des surfaces contaminées. Si quelqu'un a éternué 5 minutes avant vous et qu'il n'a pas suivi les mesures barrières, vous vous contaminez les mains. C'est vraiment quelque chose qu'il faut rappeler, hein, l'hygiène des mains est fondamentale. De la même façon, on va largement diffuser la doctrine d'utilisation des masques. Elle est assez simple. Les masques dits chirurgicaux sont en fait des masques anti-projection, c'est-à-dire qu'en fait, ils protègent les autres de vos symptômes. C'est le masque tout simple, standard, mais qui permet de ne pas contaminer les autres. Donc c'est réservé aux malades ou aux personnes contacts potentiellement contagieuses. Et puis on souhaite vraiment passer le message que les masques de protection respiratoire, les masques P2, les masques canards, qui sont en fait difficiles à porter parce qu'ils freinent beaucoup, ils empêchent vraiment de respirer, sont vraiment réservés aux professionnels de santé de toute la chaîne. Transport sanitaire, secours à personne, pompiers, ambulanciers et médecins, évidemment, libéraux, infirmiers, enfin toutes les personnes qui sont en contact étroit avec les malades, mais pas les autres. Ça n'a pas de sens quand on est un citoyen qui va faire ses courses d'avoir un masque de protection respiratoire, puisque la distance de contact est de 1 mètre et que c'est vraiment les gestes à risque qui contaminent quand on intube un patient, quand on l'examine, quand on fait des soins en tant qu'infirmier ou en tant que kiné. Donc voilà pour les soins, et on pourra répondre évidemment à toutes vos questions. Et puis enfin, je voudrais insister sur un point important. La France est bien placée en termes de recherche grâce au consortium Reacting, qui est un consortium multi-acteurs de recherche qui permet de réagir en urgence. Ça a été le cas pour Zika, pour Ebola. L'Institut Pasteur, évidemment, s'est mobilisé, mais tous les acteurs de recherche sont mobilisés. On a facilité aussi l'examen en urgence par des CPP
de protocoles de recherche pour les tests, pour les essais thérapeutiques. Donc toute la communauté scientifique et médicale française est mobilisée, en sachant qu'évidemment les efforts seront essentiellement internationaux sur un tel défi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Chêne. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Donc, je vais commencer par un rappel concernant Santé publique France, donc, qui est une des agences sanitaires qui travaille évidemment en lien étroit et sous la tutelle du ministère de la Santé. Santé publique France est en situation de préalerte depuis le 7 janvier et le 10 janvier, et en situation d'alerte depuis le 13 janvier. Ça suppose en particulier une réunion de coordination interne tous les jours, évidemment des astreintes autant que nécessaire, et je vais décrire pour accomplir nos missions. Et puis, évidemment, un certain nombre de réorganisations en interne pour faire face au surcroît de charges liées à nos missions. Donc, en effet, on a publié la définition de cas française le 10 janvier. La veille de celle de l'OMS, et pour rappel, les CDC européens ont publié la leur le 31 janvier, mais en parfait lien avec la Direction générale de la santé, et comme le directeur général l'a rappelé, il nous semblait important de pouvoir disposer d'une définition de cas, alors que nous discutons bien évidemment avec l'ensemble de nos collègues européens et aussi avec l'OMS, de la manière la plus précoce possible pour pouvoir aussi, de manière cohérente, diffuser un certain nombre d'informations à l'ensemble des professionnels de santé en particulier. On a aussi conscience, ou on avait évidemment conscience, puisqu'on en a sur la surveillance de l'épidémie de grippe concomitante et du fait que cela constitue pour la surveillance de la maladie, mais aussi pour la prise en charge, un certain nombre de situations de diagnostic différentielles qui ne sont pas simples. Santé publique France assure donc la surveillance épidémiologique, la veille scientifique, donc il y a aussi un gros travail de documentation et de veille scientifique parce que c'est une agence scientifique et que, comme l'a rappelé le directeur général de la santé, on est très vigilant à vérifier l'ensemble des informations dont on dispose et à fournir un certain nombre d'éléments d'analyse qui sont fondés sur des données probantes. Et enfin, on a évidemment des liens permanents avec nos homologues à l'échelon international et en particulier à l'échelon européen, des autres agences sanitaires, ce qui permet aussi de partager un certain nombre d'expériences et de bonnes pratiques. Sur le plan de l'investigation, donc nous sommes chargés en lien. Donc les cellules en région en particulier et en lien étroit avec les agences régionales de santé de l'investigation des cas, donc de l'histoire des cas possibles, du dénombrement des contacts et évidemment de l'appui aussi au classement du niveau de risque de ces différents contacts, puisque en fonction du niveau de risque estimé, il y a une doctrine de mesures de gestion. Et comme l'a souligné le directeur général de la santé, nous en sommes aujourd'hui à un certain nombre de cas confirmés, pris en charge, qui sont liés à l'épidémie en Chine directement ou indirectement. Dans ce cas, il est tout à fait justifié, grâce à la détection précoce, grâce à l'isolement et grâce à l'identification et au suivi actif de l'ensemble des contacts, de continuer une stratégie d'endiguement très active, ce qui permet de contrôler le démarrage de la chaîne de transmission et de la maîtriser le plus longtemps possible dans une situation où il a été parfaitement souligné que le virus est extrêmement transmissible. Nous évaluons également le stade d'épidémie au regard de ces données au sein du pays et fournissons aussi les scénarios possibles d'évolution au ministère de la Santé. Le directeur général de la santé l'a souligné, nous avons mobilisé les réservistes de la réserve sanitaire dans 4 situations maintenant, à Charles de Gaulle et aussi auprès des ressortissants donc revenus dans les 3 centres où ils ont effectué leur période de quatorzaine. Et nous fournissons également un certain nombre de travaux sur les outils de prévention et en particulier la promotion des gestes barrières et des gestes d'hygiène à l'ensemble de la population, ce qui est
pas inconnu, ce sont les mêmes gestes que dans le cadre de la grippe, par exemple, sachant que pour ce virus, nous ne disposons pour l'instant, même si tous les espoirs grâce à la recherche sont permis, ni de traitement, ni de vaccin, bien entendu. Nous constituons et nous mobilisons les stocks stratégiques de l'État, effectivement, et nous contribuons aussi autant que possible dans des protocoles communs avec Reacting, là aussi en tant qu'agence scientifique, à la recherche pour évidemment accélérer la production de nouvelles connaissances dans une situation qui a été rappelée, qui est une situation de grande incertitude, en particulier sur la létalité, sur le niveau de gravité potentiel, avec un élément néanmoins rassurant pour une tranche d'âge, c'est la tranche d'âge des enfants, ou même sur les plus de 40 000, 45 000, autour de 45 000 premiers cas confirmés en Chine. On voit bien que le niveau de gravité de mortalité chez les enfants est très faible, voire égal à 0 au-dessous et des jeunes, donc au-dessous de 20 ans, ce qui est évidemment pas complètement rassurant, mais au moins pour cette tranche d'âge, déjà une situation où nous disposons d'informations assez probantes. Je reste bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Je vais immédiatement passer la parole au collègue. Monsieur Daudigny a été le premier à réagir. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci beaucoup pour la somme d'informations précises mais denses que vous nous avez communiquées. Alors, 3 questions, si vous le permettez. Première, relative aux aéroports. Alors, les aéroports français sont-ils ou doivent-ils, selon vous, être équipés de portails thermiques pour repérer les cas symptomatiques du nouveau coronavirus, le cas échéant, le plus tôt possible, à l'isolement et à la prise en charge des personnes concernées. Quel est le nombre aujourd'hui de chambres d'isolement avec pression négative dont nous disposons en métropole et outre-mer et le nombre d'établissements de santé correspondants? Cela vous paraît-il suffisant pour faire face à l'actuelle urgence que vous avez décrite? Deuxième question, les dernières données publiées par les équipes chinoises suggère une transmission interhumaine avérée par contact manuporté ou aéroporté, vous l'avez évoqué. Pensez-vous que l'hôpital soit exposé à un risque élevé de transmission nosocomiale dans le cas de ce nouveau coronavirus? Et une troisième question un petit peu de type différente. Nous avons renforcé à 2 reprises nos dispositifs de gestion des crises sanitaires exceptionnelles dans la loi de financement pour 2019 et la dernière loi santé de juillet 2019. Nous avons ainsi renforcé les pouvoirs des directeurs généraux d'ARS en matière de réquisition de biens, de services, de professionnels de santé et d'établissements pour faire face à une urgence sanitaire. Pensez-vous que cet arsenal juridique soit suffisant pour mobiliser nos ressources et nos établissements? Quelle évaluation faites-vous à cet égard de la collaboration entre les ARS et les collectivités territoriales dans la gestion des crises sanitaires telles que celles que nous connaissons aujourd'hui? Je vous remercie. Merci bien. J'ai 9 sénateurs inscrits. On fait 3 par 3. Je laisse la parole à 2 autres encore. Madame de Roche. Oui, merci, Monsieur le Président. Et vraiment merci à vous tous de venir devant le Sénat. C'est vrai qu'on sent dans l'opinion publique une inquiétude. Vous l'avez dit, c'est un peu paradoxal où on sait le peu de couverture vaccinale concernant la grippe. Mais là, on est sur un virus qui vient de Chine et qui inquiète. Donc merci de ces informations dont on sent bien qu'elles sont évolutives et que vous les ajustez jour après jour. Mais on sent à travers vos propos que l'État est mobilisé sur ce sujet. Moi, j'avais plusieurs questions. La première, c'est celle des directives qui sont élaborées par la COREB. Est-ce que vous sentez que la communauté soignante adhère largement aux directives que vous donnez et qu'on peut être rassuré sur ce point? Le deuxième point, c'était est-ce que vous êtes dans des restrictions d'accès à des lieux sensibles comme les établissements d'hébergement de personnes âgées ou des lieux de garde collective pour les enfants? Et puis le dernier point concerne à la fois le traitement, parce que sur la chloroquine, on a entendu en disant mais c'est formidable, ça va être le nouveau traitement et en plus c'est pas dangereux. D'autres disent mais c'était pas si anodin que ça. Donc quelle est votre opinion par rapport au traitement spécifique? Et sur le vaccin,
est-ce que la rapidité des mutations du virus rend impossible la perspective d'un vaccin dans des délais raisonnables? Par ailleurs, l'Institut Pasteur a fait appel à des dons. Comment l'État va s'engager financièrement, comment l'État s'engage financièrement dans la recherche d'un vaccin? Monsieur Amiel. Oui, 3 questions. La première question concerne les tests diagnostiques, PCR ou autres. Y a-t-il à un moment donné dans l'évolution de la maladie, à partir du moment où elle est asymptomatique jusqu'à ce qu'elle devienne symptomatique et aussi contagieuse, des trous dans la raquette, si je peux me permettre, autrement dit des faux négatifs? Deuxième question que Madame de Roche a posée, mais que je généralise plus, quid de la fiabilité des publications chinoises? J'ai goûté mon ami Didier Raoul, avec le côté spectaculaire qu'on lui connaît en la matière, dire voilà, cette publication est très fiable, mais pour des raisons qui sont ce qu'elles sont, elles ne sont pas acceptées à l'international. Alors, est-ce qu'on peut considérer que cette publication chinoise à laquelle il fait référence concernant l'efficacité de la chloroquine dans ce type de pathologie est fiable ou pas? Et troisième question, plus politique, puisqu'on se rend bien compte que d'un débat santé publique, on glisse vers un débat de communication et aussi de politique. Certains commencent à aborder la fermeture des frontières. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire, sans minimiser l'importance de la pathologie, de dédramatiser quand même la situation d'un point de vue politique? Merci. Je vous laisse répondre à ces 9 questions. Qui commence? Monsieur Salot. Je vais peut-être commencer et puis je laisserai les scientifiques continuer sur un certain nombre de sujets scientifiques. Alors, vous avez posé la question des portails thermiques. Ce n'est pas une décision strictement française, c'est vraiment un consensus international scientifique sur leur absence d'efficacité pour plusieurs raisons. On l'a vu d'ailleurs dans d'autres épidémies. On n'a jamais réussi à capter des cas ou la majorité des cas par ce dispositif pour plein de raisons que je peux vous citer. D'abord, vous savez que quand on a une infection, on peut avoir des pics de fièvre et puis une heure après, plus de fièvre. On peut masquer la fièvre très facilement avec du paracétamol ou un anti-inflammatoire. On peut être fébrile par moment et ne plus l'être avant, ou on peut être malade, contagieux, mais ne pas présenter de fièvre. Donc ça donne énormément de biais. Il y a ensuite tout le système de, même en cas de détection, qu'est-ce qui se passe. Donc il y a toute une organisation qui est très complexe. Et tous les pays qui l'ont fait, de nombreux pays l'ont fait, ont loupé l'écart, entre guillemets, excusez-moi ce terme, mais notamment on cite beaucoup l'Italie ou les États-Unis qui se sont fait avoir de cette façon-là, de la même façon que les rapatriements qui ont été faits ont concerné des personnes qui étaient négatives et qui ensuite ont été testées positives alors qu'elles étaient objectivement sans fièvre et sans symptômes. Donc c'est vraiment une polémique, je pense qu'il va falloir balayer en disant c'est pas la bonne technique, ça rassure probablement visuellement tout le monde, mais le dispositif doit être beaucoup plus fin, et d'ailleurs c'est ce que fait Santé publique France à l'arrivée à Charles de Gaulle, puisque je pense que la vraie réponse elle est soignante, ne pas hésiter à répondre à des questions, pouvoir examiner un patient, pouvoir le tester s'il y a une inquiétude, plutôt que d'avoir un passage systématique devant un portail. Deuxième question que vous avez posée, alors là qui est vraiment pour moi sur les chambres. Donc nous avons en France la chance d'avoir à la fois des chambres à pression négative et des chambres d'isolement. Ça peut vous paraître une différence, mais c'est important. Ça veut dire qu'on a des capacités d'isolement avec des capacités de renouvellement de l'air qui sont importantes. On n'est pas obligé d'être dans une chambre à pression négative pour ce type de patient. On le fait dans beaucoup d'autres pathologies et transmissions respiratoires. Et donc sur le premier audit que j'ai demandé, au moins sur nos 108 établissements, on est déjà à plus de 2400 lits de maladies infectieuses d'une part, de soins intensifs ou de réanimation. Donc on n'a pas de sujet aujourd'hui sur la prise en charge, d'autant que je pense qu'en termes de doctrine, il faudra réserver ces chambres à des cas graves et qu'on peut parfaitement imaginer que les formes bénignes soient à la maison, et c'est exactement ce qui se passe d'ailleurs en Italie. Les enfants positifs sont à la maison et c'est d'ailleurs probablement beaucoup mieux pour les familles. Donc moi je suis attentif surtout aux risques de formes graves et aux risques réanimatoires, puisque vous savez que par définition les capacités de réanimation sont limitées, et donc là c'est le sujet de l'accès à des lits de réanimation, alors qu'il y a d'autres indications,
Donc il ne faut pas oublier qu'on n'est pas non plus des enjeux de perte de chance pour d'autres patients qui font un accident vasculaire cérébral ou un infarctus, parce qu'on va leur dire que tous les lits de réanimation sont pris. Donc ça, c'est un vrai sujet, qui est un sujet d'éthique, un sujet de déontologie. Et de la même façon, il faut qu'on soit capable de répondre à des enjeux lourds. On l'a vu en Chine, par exemple, l'utilisation d'ECMO, qui sont des techniques lourdes de circulation extracorporelle. La mortalité, comme l'a rappelé Madame Chen, est importante plutôt chez les adultes. Alors certes, les jeunes sont protégés, mais moi, ce qui me frappe un peu, c'est quand même la mortalité observée chez des personnes jeunes, moins de 75 ans. Mais avec un taux plus important que la grippe. Et puis par ailleurs, quand il y a des formes graves, il y a effectivement une mortalité importante, donc il faut qu'on soit attentif à cet impact. Vous avez posé la question de l'adhésion des directives, je laisserai Catherine Leport répondre pour les professionnels. Je pense qu'effectivement, moi je suis très attentif à la formation de terrain, au dernier kilomètre, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir des magnifiques directives et un guide, mais encore faut-il qu'il soit connu par les professionnels sur site, par les libéraux, donc on est vraiment attentif à ça. Même chose pour les questions que vous avez posées sur les EHPAD, on travaille beaucoup avec l'ensemble des EHPAD, d'une part pour savoir quelle conduite à tenir, puisque c'est là une population franchement cible du virus, des populations fragiles, donc comment réagir, quelles sont les indications d'hospitalisation, comment prendre en charge un foyer d'infection respiratoire aiguë dans une EHPAD. Et puis pour terminer sur votre question plutôt politique, donc chloroquine et vaccins, je laisserai les scientifiques répondre. L'arsenal législatif, grâce à vous, est plutôt de qualité et nous permet de réagir de façon adaptée, je pense. Un d'entre vous, le sénateur Amiel, a déposé récemment et défendu une proposition de loi sur ce sujet. On est vraiment dans le cadre de la sécurité sanitaire, donc on adapte à chaque fois le dispositif, mais globalement, je pense qu'il est adapté, de même que la collaboration entre ARS, collectivités locales, préfets, se passe bien. Vous avez vu qu'il y a eu des communiqués ou des points presse qui ont été faits à la fois par les ARS et les préfets. Je pense que ça rassure nos concitoyens que d'avoir une communication de proximité. Il y aura par exemple une communication dans quelques heures à Beauvais au sujet du cas grave d'Amiens. Donc je pense que les gens ont besoin de mobiliser les maires, les élus locaux et l'ARS, les recteurs, tous ceux qui sont concernés par l'investigation. Et enfin, sur la fermeture des frontières, évidemment, il faut dédramatiser parce que ça, là, on est vraiment sur des mesures qui n'ont pas de sens scientifique, puisqu'aujourd'hui, le virus circule, on le voit, dans plus de 40 pays. Les gens circulent complètement librement dans l'espace Schengen. Et l'image qui a été donnée par Olivier Véran me paraît assez juste. C'est-à-dire que l'Italie, c'est presque la France. Enfin, on circule complètement entre l'Italie et la France. Les Français s'y rendent extrêmement souvent. Et finalement, si on transpose sur le territoire français, on aurait du mal à imaginer qu'on mette des frontières entre l'Occitanie et PACA. Et c'est à peu près la même chose, compte tenu de la densité des échanges. C'est-à-dire que ça n'a pas beaucoup de sens. Peut-être il y a des propositions, mais voilà, je pense que... Mais il va falloir l'expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, le message de l'épidémiologiste est que jeter un grand filet de pêche pour attraper une fourmi n'a pas de sens, c'est un petit peu ça. Par contre, il faut qu'on soit capable d'attraper la fourmi. Et donc d'attraper tous les cas suspects, les cas confirmés, de pouvoir effectivement, comme le disait Madame Chen, identifier les chaînes de transmission, c'est ça la bonne réponse. Donc c'est d'avoir une alerte précoce, une détection précoce, un isolement précoce pour pouvoir faire de la définition de cas contact et ensuite suivre toute cette chaîne pour éviter les contaminations massives en l'absence de réaction. Mais ça va être effectivement un enjeu de communication très, très, très important. Je poursuis sur 3 points les portails, juste pour compléter avec les derniers résultats d'une étude de modélisation de nos collègues anglais de l'École de santé publique de Londres, qui ont estimé que moins de la moitié des cas pourraient être détectés par les mesures thermiques d'entrée et de sortie avec des portails thermiques. Donc ça vient évidemment à l'appui de ce que dit le directeur général de la santé. Ce qui est mis en place à Charles de Gaulle, c'est évidemment avec les réservistes la possibilité qu'eux-mêmes prennent la température avec un appareil individuel. Donc les portails thermiques, parce qu'eux-mêmes ont une sensibilité limitée, parce qu'il y a des cas asymptomatiques, on voit bien qu'ils ne présentent pas d'efficacité très importante pour détecter les cas de manière suffisamment sensible.
Sur le point de la transmission nosocomiale, je peux vous rappeler les chiffres de l'étude chinoise dont on considère que les centres de contrôle des maladies de Chine nous fournissent des données fiables et qui sont publiées. Donc c'est sur les près de 45 000 premiers cas confirmés, 1716 exactement, donc à peu près 4% étaient des professionnels de santé. Et ce qu'on remarque dans cette publication, c'est que les 2/3 venaient de Wuhan, donc la ville initiale de l'épidémie, et plus 23% de la région du Roubaix. Donc ça fait une très grande majorité, presque 90% des professionnels de santé qui ont été infectés, qui venaient du Roubaix. Alors évidemment, ça permet aussi de tirer quelques conclusions sur le fait que la préparation du système de santé et la disponibilité des mesures de gestion, et en particulier des masques adaptés FFP2, est importante, parce qu'on peut estimer sans doute que dans cette région-là, où il y a eu la majorité des cas, mais aussi des décès, on peut interpréter que le délai de prise en charge a sans doute contribué à une charge sur le système de santé et donc l'infection vraisemblable par transmission nosocomiale des professionnels de santé. Sur l'arsenal législatif, je me permets de redire ou de remercier à nouveau la Commission qui nous a auditionnés sur la proposition du sénateur Amiel, et en particulier la prise en compte de nos commentaires et de nos suggestions par rapport au fait que pour nous, il est extrêmement important de pouvoir disposer d'un système de remontée des données qui nous permet de les analyser en temps réel et de manière donc à pouvoir analyser à la fois la situation mais aussi les scénarios d'évolution. Donc je crois pouvoir vous remercier d'avoir pris en compte ces suggestions-là et rappeler l'importance de pouvoir disposer d'un système qui permet de remonter les données à un échelon coordonné. On pourra analyser la situation de l'Italie en particulier, mais c'est vrai qu'en France, on dispose d'un système qui est coordonné fortement à l'échelon national, même si, bien entendu, chaque région a ses propres prérogatives, et en particulier au niveau des agences régionales de santé, et que la consolidation à l'échelon national de l'ensemble des données permet aussi d'avoir une analyse globale et utile pour l'ensemble du pays. Je vais compléter sur la réanimation, les lits d'infectiologie et de réanimation. C'est une préoccupation qui est en train de devenir plus prégnante compte tenu de la perspective et de la préparation à une hypothétique phénomène de plus grande ampleur. Vous nous avez donc saisi, vous avez saisi aussi le Haut Conseil sur cette question. Et je rappelle simplement que cette question s'est posée bien sûr lors de la pandémie grippale de 2009, qu'il y a une dimension éthique qu'il faut absolument intégrer dans cette préparation et associer à la démarche de prise en charge, ce qui sera fait, comme vous nous l'avez demandé, je pense, dans le cadre du Haut Conseil de santé publique. Ça, c'est une première remarque. Je reviens sur la transmission nosocomiale un instant, là aussi dans la perspective que les cabinets médicaux vont être sans doute extrêmement sollicités, et la nécessité qu'ils disposent des masques et ou des kits peut-être de protection appropriés. On entend déjà les médecins libéraux dire oui, mais on n'a pas. Or, si effectivement on veut protéger l'hôpital pour qu'il puisse se consacrer aux patients les plus graves et qu'effectivement toutes les formes bénignes qui sont quand même la part la plus importante de la maladie soit prise en charge dans des conditions ambulatoires, il faut absolument assurer ces professionnels que les outils de protection sont disponibles pour eux. On entend ça déjà, il y en a qui commencent à nous faire remonter, c'est très important.
En ce qui concerne l'impact des fiches de la mission Corep, je ne peux pas vous dire, on avait au programme de faire une étude d'impact, mais on a arrêté temporairement vu qu'il fallait faire autre chose et que, je répète, nous sommes un tout petit nombre de personnes pour travailler et donc mobiliser totalement sur l'alerte. Ce sont des fiches qui sont destinées aux tout premiers soignants qui voient les premiers patients. Je reviens à l'image évoquée par le directeur général, qui est le feu de forêt. L'objectif, c'est que les premiers soignants qui voient les premiers patients sachent comment réagir de façon adaptée et sans non plus alarmer de façon excessive et solliciter trop les structures. Il nous semble, mais c'est très modeste, qu'elles apportent une certaine satisfaction puisqu'on continue de nous demander de les élaborer régulièrement. Donc, au moins certains sont satisfaits. On a l'objectif de faire une vraie mesure d'impact, mais c'est un gros travail et on n'a pas les moyens de le faire pour l'instant. Voilà. Je dirais un mot sur les tests diagnostiques, qui sont bien sûr très importants pour les cliniciens. Ça a été beaucoup discuté dans le cadre du Haut Conseil, en particulier sur, pas tant le diagnostic, mais c'est vrai que quand un test est négatif et que la clinique prime, eh bien on refait le test, hein, et les virologues sont totalement d'accord, c'est pas propre à cette maladie. Les tests n'ont pas l'air d'être plus négatifs que dans d'autres maladies infectieuses, c'est une règle habituelle. Et cette question des tests négatifs a aussi été discutée pour savoir sur quels critères on pouvait laisser sortir les patients. Donc il y a des recommandations qui vont bientôt vous être transmises en ce sens, mais effectivement, il est raisonnable de contrôler dans certains cas la négativité, car il y a des phénomènes de rebond dont l'amplitude et la fréquence est probablement modeste, mais encore sous réserve des incertitudes mentionnées en introduction. Je vais juste compléter sur les quelques points qui restent. Je vais mettre ensemble la chloroquine et la fiabilité des publications chinoises, puisque les deux sujets se rejoignent, en tout cas pour ce point précis. Alors, sur les publications en général, il faut savoir qu'il y a aujourd'hui une quantité incroyable de journaux médicaux, hein, et que vous pouvez publier toujours un article, hein, vous trouverez toujours un article qui vous le prendra. Alors on sait quelles sont les publications qui sont réputées avec un système de revue par les pairs qui permettent vraiment de garantir une qualité d'information, c'est très connu, et il faut savoir que les auteurs chinois sont très présents dans ces revues, hein, je citerai Lancet, New England JAMA, toutes les premières publications nous viennent des auteurs chinois. Là, il y a eu une revue par des pairs internationaux qui garantit une certaine qualité d'information avec, on le sait tous, un peu de recul malgré tout, parce que c'est des données qui sont recueillies extrêmement rapidement, donc on n'a pas la même vérification qu'on peut l'avoir dans des publications classiques. Il y a aussi un autre système maintenant qu'on appelle le preprint, qui nous permet de mettre en ligne des articles avant même qu'ils soient revus par nos pairs, parce qu'on veut, dans des circonstances d'urgence, gagner les 15 jours, 3 semaines que cette revue peut prendre. Et c'est des articles qui sont malgré tout destinés après pour aller dans les très grandes revues. Donc là, je dirais, pour ce qui est des préprints, comme pour ce qui est de cette multitude de revues qui existent maintenant à l'international, c'est notre jugement d'expert qui compte. Et vous avez à ce moment-là à l'exercer en demandant, en prenant un peu de recul par rapport à ce papier. Très souvent, on voit très vite, hein, quand c'est un travail de qualité ou pas. Donc quand on est habitué, c'est vraiment facile de faire la part des choses. Et donc ça, pour la fameuse étude sur la chloroquine qui a déjà été évoquée ce matin, donc le papier a été publié en ligne récemment. J'ai pas les détails. De ce que j'ai compris, ça concernait 10 sites, un essai comparatif contre placebo. Il y a très peu d'informations dans ce papier. On nous dit juste que ça raccourcit la durée de la positivité des tests et peut-être la guérison des patients, mais pour l'instant c'est extrêmement faible comme niveau d'information et donc je serai très prudent. Sur les tests diagnostiques, juste sur la cinétique, parce que je me demande si la question ne portait pas là-dessus, eh bien ce qu'on peut dire c'est que les gens auront typiquement des tests diagnostiques quand on parle du prélèvement nasopharyngé et d'une recherche du virus en PCR positif pendant la durée des symptômes. Ça peut commencer un peu avant, ça peut durer un peu après les symptômes, mais globalement c'est cette période. Ce qui veut dire que si vous faites le test trop tôt, ça peut être négatif et devenir positif quelques jours plus tard.
et que donc on peut avoir quelquefois ces contradictions qui ont été relevées dans la presse mais qui sont tout à fait attendues. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, vu les capacités d'exercer des tests diagnostiques sur le territoire français, ces tests sont faits pour des personnes qui sont symptomatiques et qui sont passées par le 15 avec toutes les procédures que vous connaissez aujourd'hui sur quand est-ce qu'on doit appeler le 15, parce qu'on ne peut pas rassurer l'ensemble des gens qui voudraient avoir un test, ce serait simplement logistiquement impossible. Et donc, je crois que c'est réservé, je parle sous le contrôle de mes collègues à droite, aux personnes qui sont dans des circonstances très spécifiques. Je voudrais rassurer les sénatrices et les sénateurs qui m'ont déjà entendu sur d'autres maladies infectieuses. On n'est pas dans la même polémique sur la difficulté de la qualité des tests. On est vraiment sur une recherche par PCR, c'est-à-dire une technique quand même très efficace de biologie moléculaire où l'on recherche le génome du virus. Donc la vraie difficulté, c'est la qualité du test lui-même, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait le prélèvement. Donc là, effectivement, il faut un professionnel qui sait faire un prélèvement, puisqu'on n'est pas sur du sanguin, on est sur du respiratoire, donc il faut aller frotter l'épithélium au fond de la gorge ou au fond du nez, c'est pas très agréable, mais c'est pas très méchant, pour avoir du virus. Donc c'est plutôt un examen très fiable. Et alors en termes de stratégie, aujourd'hui la stratégie est la suivante. Évidemment, quelqu'un qui revient d'une zone où circule le virus, donc ces zones qui sont définies par Santé publique France, quelqu'un qui est contact étroit d'un malade, votre conjoint est malade, on vous fait un test parce que vous avez passé 8 jours avec votre conjoint, ou, et c'est l'élément nouveau qu'on a rajouté il y a quelques jours, un tableau grave inexpliqué, l'idée étant d'aller chercher un cas qu'on n'aurait pas relié à une autre histoire pour avoir une espèce d'événement sentinelle devant un tableau de pneumonie sévère, de détresse respiratoire aiguë pour lesquels le bilan est négatif, on ne trouve pas de cause. Et là, je pense qu'il faut discuter évidemment avec les cliniciens et épidémiologistes, mais c'est intéressant aussi d'avoir cette approche de recherche systématique devant un tableau inexpliqué. Et je terminerai avec la question sur les vaccins et puis donc la campagne de dons à l'Institut Pasteur. Alors la campagne de dons, bon, vous savez que Pasteur vit de la générosité du public en grande partie, hein, c'est à peu près un tiers de nos revenus, c'est quelque chose qui va au cours de l'année. Et là, dans ce contexte, c'est parce qu'on est très impliqué dans la recherche, on a fait un appel, mais qui est un appel limité. Hein. On a demandé 1 million d'euros, c'est quelque chose qui est vraiment bien cadré par rapport à des recherches qu'on souhaiterait mener, aussi bien à l'Institut Pasteur de Paris que quelquefois en collaboration avec le réseau international des instituts Pasteur, mais donc on est sur une procédure qui pour nous est assez habituelle par rapport à notre mode de fonctionnement et notre mode d'acquisition des revenus. Alors le dernier point sur les vaccins, je crois que vous l'avez entendu, les vaccins c'est quelque chose qui prend du temps. Il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui dans le monde qui sont engagées dans des recherches vaccinales. Le calendrier typiquement proposé, c'est 3 mois, mettons, pour le concept du vaccin, quelle que soit la technologie utilisée. Vous passez après chez l'animal, vous rajoutez 3 mois. Vous passez chez l'homme pour voir si votre vaccin est bien toléré, pour voir si votre vaccin est immunogène, c'est-à-dire qu'il induit une réponse immunitaire. Et enfin, vous passez l'épreuve du feu pour voir si votre vaccin protège. Et donc, le calendrier, pour nous, c'est typiquement 18 mois pour les premiers essais. Je sais qu'il y a des équipes qui, dans le contexte de l'urgence, vont probablement aller plus vite. Que ce soit en Chine ou ailleurs dans le monde. Après, je vous demande d'être là-dessus assez prudent parce que notre expérience avec les vaccins, c'est qu'il y a beaucoup de maladies pour lesquelles, malheureusement, on n'a pas réussi à avoir un vaccin efficace. Et je vous rappelle que pour le MERS, hein, le syndrome de coronavirus qui donc circule dans les pays du Golfe, ça fait 6 ans qu'ils cherchent un vaccin qu'ils n'ont pas encore réussi à mettre au point. Donc, c'est très important d'y aller parce que si dans 18 mois, on est toujours dans une situation endémo-épidémique et si à ce moment-là, le vaccin sera très important dans l'arsenal de la réponse qu'on peut apporter pour contrôler l'épidémie, mais il ne faut pas non plus faire peser tous nos espoirs sur le vaccin parce que, 1, ce sera long, 2, ça ne marche pas toujours. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec Madame Lassarade. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous ces éminents spécialistes de nous avoir éclairés sur la question. Je vais aller droit au but. Je suis pédiatre et je me demande s'il ne faut pas fermer les salles d'attente et cabinets de consultation de pédiatrie, de PMI et voir prolonger les vacances scolaires sur l'enfant étant asymptomatique, hein, d'après ce que j'ai compris, ou très peu malade, il se constituera inévitablement un réservoir considérable et c'est un peu illusoire d'isoler les patients contacts alors que les enfants sont des patients contact automatiques.
Je me pose la question en particulier du personnel entourant les enfants, en particulier les femmes enceintes. Est-ce qu'il y a un risque, comme dans la grippe, plus élevé chez la femme enceinte? Est-ce qu'il y a eu des cas de décès chez les femmes enceintes? Et par ailleurs, comme ancien médecin libéral, je me souviens des épidémies précédentes. La première fois, on a reçu un kit avec un masque ou deux. La deuxième fois, dans les années 2006 ou 2007, on s'est équipé nous-mêmes avec des stocks de masques dont on s'est ensuite débarrassé puisqu'ils étaient périmés. Comment le gouvernement envisage-t-il d'aider les professions libérales en dehors de l'information qui, je crois, circule bien? Par ailleurs, est-ce que le climat aura un effet? Est-ce que un hiver un peu prolongé aurait un effet particulier? Et enfin, si la chloroquine était efficace, est-ce qu'on autoriserait justement les médecins à largement le prescrire, y compris sans avoir fait de tests diagnostiques? Voilà, je crois que c'est tout. Merci. Madame Berthet. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Merci beaucoup pour les explications que vous nous avez données. Donc, Martine Berthet, sénatrice de la Savoie, je le précise car c'est en lien avec ma question. Vous nous avez parlé donc de la stratégie mise en place qui est celle de freiner la diffusion, bien sûr. Alors, je voudrais revenir sur le problème des voyageurs et plus particulièrement sur les trains transfrontaliers. Je pense au train Milan-Paris qui fait plusieurs fois l'aller-retour entre l'Italie qui part de cette zone infectés par le coronavirus. Pour se rendre à Paris, des Savoyards prennent ce train à Modane et à Chambéry. J'aimerais savoir, au-delà des messages de diffusion, enfin diffusés dont vous nous avez parlé, quelles procédures ont été mises en place, quelles consignes sont données notamment au personnel de la police aux frontières qui fait des contrôles journaliers aussi bien au niveau du tunnel du Fréjus que dans ce train, à la fois pour se protéger eux-mêmes mais aussi pour détecter d'éventuels malades. Et puis également, quelles consignes ont été données au niveau de la SNCF. Donc nous avons appris que les contrôleurs doivent descendre à Modane, mais pour les voyageurs, qu'en est-il ? J'ai une deuxième question qui concerne la transparence. Donc, vous nous avez parlé de transparence. Nous avons appris qu'il y a un cas détecté, hospitalisé en Auvergne-Rhône-Alpes. On nous a dit qu'il s'agissait de l'Est de la région, sans plus de précision. Donc, pourquoi cette non-transparence dans ce cas-là? Et puis également, vous nous avez parlé d'une distance de contact de 1 mètre, et donc un simple masque suffit. Sur quoi est basé cet élément? Est-ce absolument établi ou une approximation? Bien sûr, je le pense, mais comment est-ce que l'on peut rester sur cette donnée? Merci. Alors, de la Savoie, on passe aux Caraïbes. Madame Jasmin. Eh bien, justement, je vais parler de la Caraïbe, parce qu'il y a beaucoup d'échanges qui se font, et merci beaucoup pour vos interventions. Il y a beaucoup d'échanges qui se font entre nos différentes îles, et il est prévu une croisière bientôt, alors, où des personnes sortent d'Italie pour arriver à la Martinique, et pour ensuite prendre un bateau. Et là, c'est sur les réseaux sociaux, les Martiniquais sont très inquiets, parce qu'il y a des Martiniquais qui vont aussi prendre le même bateau. Donc, quelles sont les mesures qui sont prises à ce niveau-là? D'autre part, il y a également entre la Chine et la Dominique, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs chinois qui sont à l'île de la Dominique, et des échanges qui se font ensuite par bateau entre l'île de la Dominique et à la fois la Martinique et la Guadeloupe. Et d'autre part, il y a des vols internationaux qui arrivent à Saint-Martin et Saint-Martine, et qui, alors à partir de Saint-Martin, il y a beaucoup de personnes qui viennent également dans les autres îles. Alors, quelles sont les mesures qui sont prises? Et en termes de prévention et de communication, c'est vrai, demain, il y aura une réunion à l'initiative de l'ARS de Guadeloupe, qui s'occupe de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, mais en termes de communication pour les différentes langues, parce qu'à Saint-Martin, il y a beaucoup de communautés différentes, et avec les autres îles également. Alors, quelles sont les mesures qui sont prises à la fois pour les territoires français, mais aussi avec les autres îles de la Caraïbe qui ne sont pas tous francophones? Je vous remercie. Merci bien. Je vous laisse répondre. Merci beaucoup. Je vais commencer par vous répondre, Madame la sénatrice, parce que je suis très attentif à ce que l'ensemble de la communauté française réponde de la même façon, en particulier nos départements ultramarins. Et donc, on a évidemment la même démarche
la même réponse, que ce soit pour la Réunion, la Guyane, Mayotte, Martinique et Guadeloupe, qui n'ont évidemment pas du tout la même organisation. Mais l'idée est que évidemment, le virus arrivera n'importe où. Enfin, ça, je pense que c'est vraiment important de le faire penser. Il n'y a aucune raison que le virus sorte dans un endroit où tout est prêt et où il y a parfaitement organisé l'accueil des patients. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'obsède depuis plusieurs semaines. Tous les territoires doivent être équipés, avoir le test, savoir quoi faire. Et donc, en particulier pour les Antilles, les ARS sont très actives avec les préfets. Vous avez un nouveau préfet en Martinique et un préfet de zone qui va gérer cette situation. Les ARS, je leur ai demandé de faire beaucoup de communication, parce que je pense qu'aux Antilles, c'est très important de faire de la communication de proximité. C'est valable ailleurs, mais encore plus peut-être aux Antilles, où on est très attentif à la communication locale, directe, dans les mairies en particulier. Donc on y travaille. Après, vous avez raison, il y a des enjeux de relations intra-Caraïbes, voire même de réponses PAO de l'OMS sur cette zone, hein, puisqu'on voit qu'aujourd'hui on a peu d'informations épidémiologiques sur cette zone, mais il va falloir être très attentif à l'ensemble de la zone. Et en particulier, moi je suis en relation étroite avec le directeur général de l'ARS sur les sujets des croisières. Pas parce que les croisières en soi sont à risque, mais parce qu'effectivement, comme il y a 3000 personnes sur un bateau, si vous introduisez des malades dans ce bateau, c'est pas une bonne idée compte tenu de ce qu'on a observé sur Diamond Princess. Je laisserai parler les experts sur les distances gouttelettes, mais sur ce qui a été dit par Madame la sénatrice pour les femmes enceintes et les enfants. Femmes enceintes, j'ai pas connaissance de gravité particulière, mais c'est vrai qu'évidemment on y est attentif. Sur les enfants, on n'a pas dit qu'ils n'étaient pas symptomatiques, on a dit qu'il n'y avait pas de forme grave. Donc ils peuvent être entre guillemets vecteurs, avec des formes bénignes. Et donc on a un vrai enjeu, je crois, au niveau national, et Catherine Leport ne me démentira pas, je l'espère, de créer un réflexe de circuit infectieux, en pédiatrie en particulier. Qu'est-ce que je veux dire par circuit infectieux? En fait, la bonne pratique voudrait que quand on a une éruption fébrile, rougeole, quand on a une diarrhée fébrile, très contagieuse, ou quand on a une toux fébrile, on soit pris en charge d'une façon spécifique et qu'on ne reste pas 4 heures aux urgences au milieu d'autres patients. Je pense que voilà, non mais déjà en termes hospitaliers. Les cabinets, c'est évidemment un sujet, et donc vous avez posé des questions très précises sur les écoles et sur les vacances. Sur les écoles, on l'a fait, hein, puisque je vous rappelle qu'on contamine Montjoie. On a fermé 3 écoles, puisque le seul cas pédiatrique, qui d'ailleurs était en parfait état clinique, puisque quand on a été le voir, il n'était pas du tout inquiétant, était passé par 3 écoles. Donc on a pris des mesures de fermeture des écoles, et on peut éventuellement l'envisager si on avait un foyer quelque part. Après, la vraie difficulté, c'est que si on devait prendre ces mesures, et on les prendra peut-être en fonction de l'évolution de la situation, il y a une vraie difficulté doctrinale ou doctrinaire qui est quand est-ce qu'on les rouvre. Parce que tant que le virus circule, il n'y a pas tellement de raison de dire qu'on laisse les écoles, ou alors c'est une mesure de confinement, d'endiguement, de freinage de l'épidémie, et donc c'est un vrai enjeu. De la même façon, on s'est rendu compte que les enfants, par exemple, qui reviennent de zones où circule activement le virus, on avait plutôt intérêt à les laisser en quatorzaine à la maison, parce qu'on ne peut pas demander à un enfant, en particulier en âge scolaire, d'avoir une réduction de vie sociale. On peut demander à un adulte d'éviter toutes les réunions et d'aller voir quelqu'un de fragile. Un enfant, il a une spontanéité sociale, et donc on ne peut pas lui dire de garder un masque ou de se laver les mains tous les quarts d'heure, c'est compliqué. Donc voilà, on est sur cette démarche sur les enfants. On travaille évidemment beaucoup avec les pédiatres, notamment libéraux. Sur les masques, alors c'est très important, on est en train de prendre des décisions actuellement, donc le ministre s'exprimera ce soir sur cette doctrine des masques et sur l'accès aux masques. Il y a évidemment une doctrine importante qui est celle que je vous ai rappelée sur les masques chers d'un côté et les masques protecteurs de l'autre. Les masques périmés en soi ne sont pas spécifiquement périmés, ils sont périmés pour les élastiques. Donc c'est pas si grave que ça en pratique, c'est pas le masque lui-même, mais c'est une inquiétude du fabricant sur l'élastique, donc c'est plutôt rassurant. Mais par contre, on a un stock stratégique de masques chirurgicaux et une commande de masques spécifiques pour les professionnels de santé. Donc la question pour moi la plus importante, et on est en train de discuter avec les collègues professionnels libéraux, hein, c'est comment est-ce qu'on trouve un système extrêmement simple, vraiment très très simple et très accessible d'accès aux masques. C'est-à-dire qu'on va éviter l'usine à gaz, etc. Je pense que l'idée, c'est d'aller la trouver au plus près de son cabinet, surtout quand on est en libéral, probablement avec l'appui des officines. Enfin voilà, il faut que ce soit très simple, très facile, vraiment en 2 minutes qu'on puisse récupérer des masques, et c'est ce type de dispositif qu'on va présenter probablement dès ce soir.
Donc, juste une chose, attendons de voir déjà si la chloroquine a un effet. Je pense que pour l'instant, c'est prématuré de voir comment elle pourrait être utilisée. C'est une piste intéressante, hein, parce que c'est évidemment un médicament qui est disponible, qui a peu d'effets indésirables, qui est dans l'AMM, etc. Donc mais après, regardons déjà les données plus précisément. Je pense que on pourra statuer ensuite. Juste un mot, on a parlé du climat. Alors, le climat... c'est vrai on sait qu'un certain nombre de virus respiratoires sont saisonniers et qui préfèrent les périodes hivernales. Ça tient à deux choses. Peut-être en partie le fait que certains virus résistent mieux dans le froid et les climats secs, mais c'est aussi parce que pendant les périodes hivernales, les gens vivent beaucoup plus en intérieur, confinés, et que les maladies respiratoires se transmettent plus facilement. Donc il faut voir que... Voilà. Et puis alors le deuxième élément que Jérôme Salomon souffle est celui effectivement du coronavirus du MERS, hein, que j'évoquais tout à l'heure, qui est un coronavirus qui vit dans les pays du Golfe et donc résiste bien aux températures élevées. Donc je crois que pour l'instant, on ne peut pas statuer sur l'impact qu'aurait éventuellement un réchauffement des températures avec l'arrivée du printemps et de l'été, même si je sais que le président américain a été sur ce point assez optimiste. Alors, ensuite, je passe maintenant sur une question qui restait, que j'avais notée, la distance à laquelle on doit être par rapport au risque de transmission. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas il ne faut pas le voir comme quelque chose de blanc-noir. Hein. On est obligé d'avoir une règle pour se faciliter la tâche, parce que quand vous faites, par exemple, c'est le travail de Santé publique France et des ARS, l'investigation des personnes qui étaient en contact avec un malade, vous avez des dizaines de personnes qui sont concernées et qui vont être amenées à des niveaux d'isolement ou de confinement qui dépendront de si on pense qu'ils ont un contact étroit ou un contact qu'on considère à risque plus faible. La distance qu'on utilise de 1 mètre à 1 mètre 50, c'est celle des postillons. Parce qu'on sait que dans la transmission, les postillons sont le principal vecteur. Alors vous me direz, j'arrive à envoyer des postillons à 2 mètres, j'arrive à envoyer à 50 cm, je suis d'accord avec vous. Il y a un moment où il faut mettre une règle pour faciliter la tâche des personnes qui vont faire le travail. Il y a des travaux plus sérieux qui ont été faits. Hein. Il y a des publications, par exemple, du MIT qui ont regardé des gens tousser, éternuer et qui mesurent la distance à laquelle ça part. Donc, et donc voilà, c'est pour vous dire que ce n'est pas non plus complètement laissé à l'appréciation personnelle. Le message ici, c'est qu'effectivement, on sait aussi par la nature même des personnes qui sont infectées, qu'il s'agit soit des personnels soignants qui sont très exposés, notamment quand ils font des manœuvres, ce que disait Jérôme Salomon tout à l'heure, type intubation, etc., parce qu'ils sont proches d'un patient qui à ce moment-là va émettre ces gouttelettes. Et il y a aussi les contacts familiaux, parce que là aussi on a des contacts plus étroits. Donc l'expérience nous montre aussi que cette règle finalement d'un contact étroit a une signification épidémiologique pratique qui marche assez bien. Après, il y aura des exceptions, on en est tous conscients. Et je rappellerai aussi le rôle de la transmission qu'on appelle manuportée, hein, qui a déjà été évoqué, c'est-à-dire que vos postillons ils vont rester sur des surfaces inertes, que dans un milieu quand même un peu humide, eh bien, le virus peut rester... Alors là, vous verrez toutes les études, hein, on vous dira 3 heures, 6 heures, un peu plus. Je pense qu'on ne va pas... Essayer d'argumenter là-dessus a peu d'intérêt. Ce qui est important en revanche, c'est de se souvenir que cette transmission manuportée, ça veut dire que l'hygiène des mains doit être extrêmement stricte. Et ça, c'est quelque chose que vous faites, quelle que soit la distance de vos postillons. Et donc c'est une hygiène des mains et aussi savoir et apprendre à ne pas porter ses mains à sa bouche, à son nez, parce que c'est comme ça que vous allez infecter vos muqueuses. Oui, Madame Chêne, Madame Leport. 2-3 précisions pour compléter ce qui a été dit à propos de la transmission mère-enfant. En fait, on dispose de très peu de données à ce jour, donc disponibles. Mais en tous les cas, sur les petites séries qui ont pu être publiées, on n'a pas l'impression qu'il y ait une transmission mère-enfant qui puisse exister, ou en tous les cas, si elle existait, elle serait sans doute extrêmement faible. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais en tous les cas, les données ne vont pas en faveur d'une transmission mère-enfant, comme on a pu la connaître, par exemple, pour le VIH, qui initialement, sans traitement, était de 30%, par exemple. Donc, on n'a vraiment pas du tout l'impression d'être dans ce schéma-là. Mais évidemment, il faut disposer de plus de données pour pouvoir être extrêmement vigilant, bien entendu, sur ce plan-là. Je veux juste compléter ce qu'a dit Arnaud Fontanet sur l'évaluation du niveau de risque en fonction de la proximité, mais aussi du temps passé. Il faut être à la fois dans une distance courte, mais aussi
pendant, disons, un temps de l'ordre de 30 minutes à 60 minutes. Donc, effectivement, ce sont des éléments qui sont utilisés par Santé publique France avec les ARS quand on fait l'investigation des contacts en particulier pour les classer selon un niveau de risque élevé, modéré, etc. Chaque fois qu'on a un doute, on va classer les contacts dans un niveau de risque supérieur, si vous voulez, pour être dans une situation toujours cohérente avec l'idée de casser les chaînes de transmission autant que nécessaire. Donc chaque fois qu'on a un doute, évidemment, on prend toutes les précautions nécessaires. Et d'ailleurs, sur les plusieurs centaines de contacts à niveau de risque élevé qu'on a pu comptabiliser jusqu'à présent et suivre, on n'a pas vu de cas apparaître. Donc voilà, c'est effectivement un point important. Et le rappel des gestes barrières et de l'hygiène, je ne saurais trop également à nouveau le rappeler dans une situation où on ne dispose pas ni de traitement ni de vaccin. Et donc on doit absolument rappeler ces mesures-là. Oui, je reviens sur les Antilles un instant, puisque le directeur général a fait part de sa préoccupation. Hier, c'était très concrètement que ce fameux syndrome de détresse respiratoire aiguë était discuté avec les collègues des Antilles, Guadeloupe et Martinique. Et concrètement, la mission Coreb, avec la société de réanimation, est en train de mettre en place aujourd'hui une échange de pratiques pour que les comportements qui vont être extraits de cette expérience puissent servir à tous. Donc, ils sont complètement intégrés dans cette approche de multiprofessionnels et multisites. Et simplement, ils nous ont souligné à cette attention que si les tests marchaient vraiment bien, ça serait bien. Et ça a l'air très très proche, mais c'est quand même une révolution pour eux, encore plus que bien sûr ça ne l'a été pour le territoire. Ils sont en conditions plus difficiles pour cet aspect. Ça, c'était une remarque. Je ferai une remarque sur le climat. Le climat n'est pas le seul déterminant. Et juste rappeler ici que le Sénat a accueilli il y a quelques années toute une discussion autour du rapport sur les maladies infectieuses émergentes que nous avions animé dans le cadre d'un rapport au Conseil de santé publique, qu'il y a un certain nombre de déterminants de l'émergence des maladies infectieuses au sens large, qui dépassent très largement les activités humaines, que les deux principaux facteurs, ce sont les voyages. Oui. Je croyais que c'était on allait être noté. Les voyages et la consommation, en particulier pour les antibiotiques, bien entendu. Voilà, le Sénat soutient assez régulièrement la poursuite de cette activité de séminaire maladies infectieuses émergentes qui resitue l'émergence des maladies humaines dans leurs interactions avec le monde animal, le monde végétal et l'environnement, et qui est une vision beaucoup plus large, qui est intéressante toujours quand on est face à des incertitudes. Il y a à apprendre aussi beaucoup de ses collègues. Voilà, et puis je dirais que le 1 mètre que vous venez de discuter sous tous les angles imaginables, moi m'invite, quand on me pose la question, comme à tout le monde bien entendu, m'invite à rappeler que un de mes premiers professeurs de réanimation médicale à l'hôpital Claude Bernard des maladies infectieuses il y a un certain temps interdisait aux personnes dans son service de se serrer la main et a fortiori de s'embrasser. Il nous avait appris à nous saluer à la mode chinoise. Et je vous encourage à tester. Oui, mais il y a à apprendre de tous. C'est très important parce que c'est très important. C'est très important parce que ça crée dans l'état d'esprit des gens cette notion de distance. La distanciation, c'est la première mesure. Et c'est comment rester convivial et dans l'accueil. On n'a pas parlé d'accueil peut-être assez, mais l'accueil des personnes malades est quelque chose de clé si on veut qu'ils fassent confiance au système de santé. Donc l'accueil, ça prend du temps, ça comporte des gestes, et le fait de à la fois accueillir quelqu'un, mais en lui exprimant le besoin de maintenir une certaine distance, c'est une chose essentielle.
Merci. Avant de passer la parole aux collègues, je voudrais m'adresser au gouvernement directement parce que, d'abord, vous n'avez pas répondu aux angoisses des Savoyards. Donc il faudra répondre. Ensuite, hier matin, à la gare TGV d'Avignon, j'ai rencontré des concitoyens qui, affolés, essayent d'acheter des masques. Et n'en trouvant plus en pharmacie, ils s'adressent à Amazon, où pour l'instant les masques à Amazon sont vendus 3 € pièce, sauf que les stocks sont épuisés. Et il y a d'autres sites actuellement qui sont en place, et les concitoyens que j'ai vus ont acheté, parce que affolés, 3 masques pour 140 € sur des sites actuellement. Alors il y a des sites qui profitent de la situation, etc. Donc j'alerte le gouvernement sur le sujet. Si vous le voulez bien. Si vous le voulez bien, Monsieur le Président, je vais répondre directement. Donc, à la fois à la question de la sénatrice de Savoie, sur les transports, c'est important. Je vais dire que ce sujet, entre guillemets, va disparaître assez vite, compte tenu du fait que le virus est en train de se répandre en Suisse, en Allemagne, en Espagne. Et donc, de toute façon, soit on considère que on met des mesures barrières, mais que c'est des mesures barrières individuelles, soit la question va se poser, parce que en pratique, dans les trains, il y a les avions, il y a les tunnels, il y a le maritime, il y a une relation très forte, par exemple, entre l'Italie et la Corse. Donc, de toute façon, les flux sont importants. Par contre, ce que vous avez dit sur les contrôleurs, en fait, c'est une décision de leur part de descendre et de se faire remplacer par leurs collègues italiens. Et sur les masques, c'est très important pour nos concitoyens. Le ministre l'a dit, mais je le redis, il y a des stocks stratégiques importants détenus par Santé publique France sur les masques chirurgicaux. Donc on n'a pas d'inquiétude. La seule chose, c'est qu'on attend, parce qu'il y a une logique, on ne distribue les masques que quand c'est nécessaire, et donc évidemment aux malades, aux contacts, dans la zone où circule le virus. Donc si demain, on nous dit qu'il y a une zone ou un département où le virus circule, évidemment qu'on privilégiera cette zone pour que les personnes qui sont concernées puissent avoir des masques. Donc on est plutôt sur une réserve stock, mais il n'y a pas de sujet de pénurie, et j'encourage nos concitoyens à ne pas se faire avoir par des escroqueries, parce qu'entre nous, ce n'est pas du tout le prix d'un masque, en particulier chirurgical. Donc voilà, rassurez-le. On le dira beaucoup en point presse, qu'il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Merci bien. Et voilà pour cette audition sur le coronavirus, sur les risques qu'il représente et sur les mesures prises par les pouvoirs publics. La Commission des affaires sociales entendait donc ce matin plusieurs experts sur ce sujet qui occupe largement l'actualité. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les articles et toutes les émissions de la rédaction sur notre site internet publicsénat.fr. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une excellente journée.